Là, on est encore en train de débugger ça, donc là, on voit un timestamp pour l'heure du début et l'heure de la fin. Mais autrement dit, un étudiant qui va vouloir chercher, déjà, je vais vous le faire avec la fonction F, CTRL F, mais si je cherche un micro, l'étudiant, il voit tous les micros, et y compris microcontrôleurs, qui sont disponibles dans le système. Donc, il y a aussi des photos qui s'en viennent, donc on va pouvoir très rapidement, comme ça, faire en sorte que les étudiants soient autonomes, sachent quel équipement réserver. Donc si je lui dis, écoute, tu as besoin d'un micro 1 pouce, il tape micro 1 pouce, puis il le trouve, puis il le réserve, puis c'est parti. Ça termine, je pense, donc l'histoire de chercher un équipement et de réserver un équipement. Faire une revue de littérature est un autre point très important pour les étudiants au cycle supérieur. Donc là, évidemment, on a parlé d'utiliser Mendeley. Alors là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont familiers avec Mendeley? Ok, donc... Ok, Mendeley, c'est vraiment, si vous connaissez EndNote, donc qui permet à la fois d'importer vos fiches bibliographiques, de citer automatiquement ces fiches bibliographiques et de les partager finalement, bien Mendeley fait la même chose. Oui, pardon. Ça tape, excuse-moi, merci beaucoup. Alors, Mendeley, je vais juste très rapidement vous présenter ses fonctionnalités. Lorsque l'étudiant est dans Group Office, il va avoir un onglet Mendeley. Et Mendeley va l'emmener sur le site web de Mendeley, dans lequel il va être authentifié. Donc ici, je suis Jérémy Voix. Et là, automatiquement, il va avoir un dashboard, c'est-à-dire qu'il va avoir finalement un tableau de bord de tout ce qui se passe en termes de revue de littérature. Là, vous voyez le mien, donc je vais voir tous mes étudiants. Donc je vais voir mon étudiant Vincent Nadon, etc. etc. Je vais voir mon étudiante Marie-Hélène Fay, je vais voir Rachel. Donc je vois vraiment ce que sont en train de lire mes étudiants, ce qu'ils ont noté, ce sur quoi ils sont en train de travailler en termes de littérature. Alors là, la beauté, je crois que c'est amusant, c'est que donc évidemment les documents sont rentrés un petit peu à la façon d'EndNote, etc. Ce que je vais vous présenter, c'est la façon dont ça s'interconnecte avec même le système de bibliothèque de l'ETS. Regardez, si j'ai cet article-là qui s'appelle donc Adaptive Noise Cancellation, et que cet article-là, évidemment, il est dans la bibliothèque de mon étudiant, donc a priori, je n'ai pas moi forcément les droits, parce qu'on veut respecter les droits d'auteur, je n'ai pas forcément les droits d'avoir sa copie comme telle, etc. Sauf que regardez ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vois ce qu'il est en train de lire, puis je vais même moi pouvoir le trouver donc, à travers Google Scholar ou à travers, et là j'ai donc configuré pour que l'ETS soit ici. Et donc si je clique sur le lien de l'ETS, je vais donc automatiquement me retrouver et on me dit que bah oui, l'équipement est disponible, le texte intégral est disponible via i3e Explorer. Si je clique sur i3e Explorer, après un petit peu de magie noire, ça m'emmène donc vers le site, j'imagine, de i3e, et je vais pouvoir avoir accès aux documents. Donc l'idée ici, c'est que tout est interconnecté et que vraiment, on n'a plus de problème en termes de... Donc, et là, je peux accéder au PDF ici directement. Donc ça, c'est pour trouver les références bibliographiques. Le pourquoi, on a utilisé Mendeley, je vais vous le dire pourquoi. Je vais venir ici dans la version qu'on appelle la version desktop de Mendeley. Donc c'est un client qui s'installe sur votre PC. Et dans la version desktop, vous voyez exactement la même chose. Mais vous voyez en plus que si j'ouvre effectivement ce document-là, eh bien, je vais pouvoir voir par exemple les commentaires et les notes que mon étudiant va avoir mis. Donc on va pouvoir se partager aussi le PDF et mettre nos commentaires à la volée dessus et même extraire ce PDF par la suite pour lorsqu'on fait une revue ou quelque chose, des commentaires. Donc si je vais par exemple dans le projet de maîtrise de Vincent, je vois ces articles qui n'ont pas été téléchargés localement. Ouais, ça j'aurais peut-être pu y penser, je ne les ai pas téléchargés localement. Bon bref. Donc l'idée... Est-ce que comme dans EndNote, tu peux rajouter des sections, par exemple, moi je rajoute keywords, oui. Tu peux rajouter des résumés. Oui, absolument, absolument. Donc, oui, voilà. Donc là, effectivement, si je regardais ici la notice bibliographique qui est associée à ce document-là, ben, je peux rajouter effectivement des tags. Donc là, si je dis que c'est pour les émissions auto-acoustiques, donc auto-acoustic emission, je le rajoute comme mot-clé, comme tag. C'est comme ça que je demande à mes étudiants de faire leur revue de littérature, de se mettre des tags, puis comme ça, ils retrouvent, en tapant les tags, tout de suite, quels sont les domaines qui sont pertinents. Vous avez effectivement donc toute l'information, les mots-clés qui étaient probablement saisis par la revue, l'URL disponible et puis le fichier PDF. Et donc là, ce qui est intéressant sur le fichier PDF, c'est que je vais pouvoir, donc, par exemple, moi ou mon étudiant, on va pouvoir surligner du texte, on va pouvoir se mettre des commentaires. Et la beauté, c'est que ces trucs-là restent associés au PDF et sont partageables. C'est-à-dire que plus tard, lorsque je vais vouloir donner cette référence à un autre étudiant, je vais juste lui faire un copier-déplacer.
Et je vais pouvoir comme ça donner au goutte à goutte finalement la lecture à mes étudiants. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que si vous en donnez trop, ça n'a aucun intérêt. Si vous dites à l'étudiant, tiens voilà, ça c'est toutes les références bibliographiques qu'on a en équipe, go for it, ben ça y est, il a 500 références bibliographiques, par quoi il commence? Donc moi je commence avec une bibliothèque qui est vide, un groupe partagé, je pourrais vous donner plus de détails, mais un groupe partagé qui est vide, et au fur et à mesure, je les alimente, je leur dis, bah, tiens, tu vas lire ça, tu me feras ton compte rendu, puis quand tu auras ça, on lira la suivante, etc. Donc ça permet vraiment de mieux comprendre, mieux gérer le développement des connaissances. Voilà, donc écoutez, ouais, on est... Oui, vas-y. Il y a une limite de 5 collaborateurs, que ce soit gratuit. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est super cher. Comment tu fais? Alors, c'est un très bon point. Effectivement, il y a une limite de 5 collaborateurs. L'astuce, c'est que je vais demander à chacun de mes étudiants de se créer un compte gratuit. Et du coup, eux, ils peuvent mettre 5 collaborateurs chez eux. Moi, j'en suis un. Puis éventuellement, ils ont un co-superviseur. Et voilà, donc c'est pas moi qui le fais. C'est eux qui créent un groupe privé et ils m'invitent ensuite. Et j'aime bien ça aussi. Pourquoi? Parce que du coup, ils sont propriétaires vraiment de leurs documents. Je leur fais comprendre ça t'appartient. Les droits qui sont associés, c'est les droits que tu as. En termes de droits d'auteur, il faut les former aussi à ça. Ils sont propriétaires. Moi, j'ai un droit d'accès. Je peux les voir, c'est tout. À l'inverse, quand je collabore avec des équipes plus larges, d'autres chercheurs, etc., je vais éventuellement faire un groupe privé moi, et puis là, je peux avoir donc aussi 5 chercheurs si je suis gratuit. Je peux avoir aussi l'abonnement. Là, je paye $100 par année, puis je peux avoir beaucoup plus grand nombre de collaborateurs. Donc, c'est pratique pour les gros projets d'équipe, dans lesquels, quand on veut écrire. Si tu voulais avoir maintenant 20 collaborateurs. Il faudra que je vérifie. Je te dis ça un peu de tête, mais... Oui, c'est ça. Je sais aussi que donc, je leur ai présenté et que depuis, ils ont effectivement fait un petit peu de recherche de leur côté, puis ils avaient l'air assez satisfaits, qu'ils étaient prêts pas mal à le supporter. Donc Mendeley, évidemment, la beauté, c'est que vous savez que ça vous permet ensuite d'écrire directement les notices bibliographiques dans votre document. La beauté aussi, c'est que ça va pouvoir les exporter en format .bib, qui est utilisé par LaTeX. Or, j'encourage beaucoup mes étudiants à écrire en LaTeX. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez voir que on gagne beaucoup de temps effectivement à utiliser les templates disponibles de l'ETS. Là, je voulais vous montrer juste ce que l'étudiant va faire éventuellement quand il veut faire ses essais. Comme je manque un petit peu de temps, je vais juste couper, mais juste vous dire qu'il y a une fonctionnalité dans Cleps. Alors, je ne vous ai pas présenté Cleps, mais je vais le faire tout de suite. Je reviens donc à l'environnement de mon étudiant. Il a ici un onglet Cleps. Qu'est-ce que c'est Cleps? C'est son fameux cahier électronique. Alors on l'a appelé cahier de laboratoire électronique bien sympathique. Alors c'est pour ça que vous voyez un petit chien, parce que c'est évidemment le nickname. Et là l'idée c'est qu'on va retrouver là, avec différents niveaux de sécurité, tous les documents ou toutes les notes prises par les étudiants. Donc là encore une fois je m'y suis logué, donc vous me voyez ici en photo. Donc là je vais voir vraiment tout ce qui s'y trouve. Mais en gros ce qui s'y trouve, il va s'y trouver toutes les entrées des journaux de mes étudiants. Donc ça, ce sont des choses qui sont juste partagées entre eux et moi. Donc je vois ce qu'ils écrivent et il n'y a que moi qui puisse voir ça, eux et moi. On va avoir des choses qui sont plus des how-to. Donc ça, c'est vraiment des guides plus généraux que toute l'équipe peut utiliser. On va même se partager des liens d'actualité. Quand Apple sort ses derniers écouteurs, évidemment, ça nous intéresse, on s'en parle. On va se faire des différents documents, voilà, bref, des comptes rendus de réunion également possibles si on le souhaite. C'est un genre de Facebook tout à fait interne et tout à fait contrôlé, exactement. Donc il y a des règles de fonctionnement et puis je n'ai pas le temps de vous présenter tout ça, mais vraiment l'idée c'est que c'est là que les étudiants consignent leurs avancements. Une beauté, je vais vous la montrer. Il faut que je me dépêche parce que là je sens que c'est customisé ou ouais, ça a été customisé. Je l'ai fait vraiment à nos besoins. Donc j'ai mis des modules qui permettent de sécuriser par exemple. Donc en gros, je vous dis il y a 3 niveaux de sécurité. On peut n'y accéder que de l'interne de l'ETS, donc pour éviter le hacking. Ensuite, il y a des groupes qui sont juste pour les groupes de la chaire. Donc tous les étudiants de la chaire voient le matériel qui est là, mais pas ceux qui sont à l'extérieur de la chaire. Puis ensuite, il y a tous les singletons qui sont ou les binômes qui sont étudiants-professeurs. Donc là, juste l'étudiant et le prof le voient. Non, pas avec ça. Je vais vous montrer comment on collabore avec les industriels. On a un truc pas mal aussi. Alors, ce qui est bien dans Cleps, c'est ça, c'est qu'on peut chercher par mots-clés, on peut trouver des références, ça va assez vite. Autre chose, Group Office va permettre aussi, lorsqu'on veut faire des mesures, vous savez, on est souvent dans une autre pièce, on n'a pas son laptop, alors on est toujours avec des petites clés USB, on est revenu au temps de la disquette là. Est-ce que j'ai synchronisé, pas synchronisé? C'est comme retour en arrière. Là, une des idées, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser un Group Office Drive. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de monter automatiquement sur votre machine Windows, Linux ou Mac, un répertoire qui va être en fait le même répertoire que Group Office. Donc en fait, tous vos fichiers, je vous les ai montrés tout à l'heure avec le document Word, tous les documents vont se retrouver exactement au même endroit. Donc là, je suis pas authentifié, donc il ne m'autorise pas à le voir. C'est un Dropbox, c'est ça, c'est un Dropbox, mais qui est vraiment lié à vos documents Group Office.
Compléter son cahier de laboratoire, donc là c'est vraiment de faire une entrée dans CLEPS. Là aussi, beauté de l'intégration, on va pouvoir utiliser du matériel qui serait déjà dans Group Office nativement. Donc si vous avez des fichiers MATLAB, que vous avez fait des scripts, des enregistrements, nous on travaille des fichiers Wave, les fichiers Wave sont là, vous pouvez juste les poster, les mettre disponibles pour que le prof les écoute ou des choses comme ça. Donc ça c'est aussi possible. Et puis là où je voulais en venir, c'était vraiment l'écriture d'un rapport ou d'un article. Donc là, l'idée, c'est vraiment que je privilégie l'utilisation de LaTeX. Et là, je vais vous montrer une fonctionnalité très amusante que l'on a. Donc LaTeX, vous savez que c'est un compilateur qui vous rend un document dans lequel, finalement, vous n'avez qu'à faire une chose, c'est juste remplir les sections. Puis automatiquement, toute la mise en page se fait aux normes de l'ETS. L'étudiant n'a jamais à passer ces 3 semaines à faire du formatage, bouger les images, couper, vérifier les marges. Donc, il y a un petit guide qui vous explique comment ça marche, mais je vais vous faire une petite démonstration rapide. Si je peux. Donc je reviens ici dans mes fichiers et disons que je suis Marie-Hélène et que je suis en train de compléter mon mémoire de maîtrise. Alors je retourne dans mon projet MS Marie-Hélène et je regarde donc dans le document mémoire. J'ai donc par défaut tous les documents, les templates de l'ETS sont venus se greffer là. Et là, je vois effectivement donc main ETS. Main ETS, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le rapport de maîtrise tel qu'il est à l'heure actuelle dans le répertoire de Marie-Hélène. Et donc, si je l'ouvre, vous allez reconnaître la mise en page classique. Voilà, la mise en page classique de l'ETS. Donc là, ce que je voulais juste vous montrer, regardez, c'est le titre. Le vrai titre de son sujet, c'est ceci. Improvement of hearing aids through electroencephalographic information. Et en fait, je vais lui mettre en français son titre. Alors regardez ce que je vais faire. Donc je vais fermer le PDF et puis je vais éditer le fichier texte comme je vous ai montré, localement. Alors on va voir combien de temps ça lui prend pour trouver avec quoi l'ouvrir. Mais si vous avez un éditeur LaTeX, évidemment, ça va vous mettre ça en couleur, ça va être très joli. Et là, ce que je vais vous montrer, mais je vais manquer de temps, c'est juste que je vais modifier le fichier texte. Il va automatiquement, vous le savez, se resynchroniser. Et en se resynchronisant, il va être recompilé. Autrement dit, qu'est-ce que je viens d'avoir? Je viens d'avoir un système qui va permettre qu'on écrive tous de façon collaborative sur des mêmes fichiers et que automatiquement le PDF qui est sur le serveur est toujours la dernière version mise à jour. Hyper pratique quand vous écrivez des articles avec plusieurs collaborateurs qui sont hors institution. On n'est plus là à s'envoyer des fichiers, as-tu vu, ah non j'ai oublié, c'était pas la bonne version, etc. On travaille juste à partir du fichier tech et on a directement notre résultat final à n'importe quel instant. Et si on veut évidemment maintenir le ownership d'un fichier, on va pouvoir le locker, donc il y a pas mal de mécanismes de sécurité pour éviter les conflits. Voilà, alors je termine avec l'écriture d'un mémoire ou d'un rapport, c'est évidemment la même chose, il n'y a aucune différence. Et donc je pense que là j'ai fait rapidement le survol des les différentes fonctionnalités vues par l'étudiant. Je vais juste prendre une minute supplémentaire pour vous montrer d'un point de vue des profs ce que j'aime beaucoup. Donc ce que j'aime beaucoup avec Group Office, c'est qu'on va éviter pas mal des tâches inutiles. Je vais vous en montrer une, comme de remplir des formulaires de demande de bourse. Donc ce que j'appelle les formulaires administratifs. Comment envoyer des courriels à une liste de distribution, comment partager des documents via Internet. Donc je vais juste vous faire ça pour que vous voyez le truc amusant, parce qu'on parlait de comment collaborer avec des industriels. Disons que ce document de Marie-Hélène, je veux maintenant l'envoyer à des industriels, ou je veux l'envoyer à plusieurs personnes. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire envoyer un lien de téléchargement, et il va me demander jusqu'à quelle date mon lien doit être valide. Je vais dire jusqu'à fin décembre. Jusqu'au 31 décembre 2012. Et là, il va automatiquement me créer le email qui va intégrer le lien pour le téléchargement. Donc si j'écris à mon industriel, qui disons s'appelle Sonomax, et que j'écris à Jocelyne, eh bien, elle a le lien de téléchargement main EPS et elle va juste cliquer là-dessus jusqu'au 31 décembre pour le recevoir. Okay, donc ça c'est très simple pour se partager des fichiers, plus besoin de Dropbox ou de YouSendIt ou je ne sais quoi dans lesquels vous perdez tous vos droits éventuellement de ownership.